Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Jacqueline Voras sur Radio IDFM ou idfm98.fr avec Philippe à la technique. Bonjour Philippe. Jeudi 27 mai est déjà le numéro 10 de notre nouvelle émission Décryptons le monde, toujours en compagnie de Gérard Vespierre qui nous apporte, avec son œil pertinent, un regard différent sur les affaires du monde. Bonjour Gérard. Bonjour Jacqueline. Je suis ravie de vous retrouver. Nous avons maintenant presque l'habitude de parcourir le monde en votre compagnie et ce regard, je le disais, toujours à la recherche des faits essentiels. Vous nous proposez aujourd'hui, dans cette première partie d'émission, de faire un grand bond vers l'Asie et le Pacifique en abordant le brûlant sujet de la relation entre la Chine et Taïwan et d'un possible affrontement. Gérard, quelle a été la base historique de cette situation ? Alors la notion de grand bond est bienvenue puisque bien sûr avec la Chine on a parlé du grand bond en avant dans les années Mao Tse-tung. Donc là si on voit la genèse effectivement de cette situation et on fait bien et vous faites bien de poser cette question-là, de voir quelles sont les racines pour ensuite comprendre ce qui se passe au niveau des branches et des feuilles. Donc les racines de cette rivalité entre un mouvement nationaliste chinois avec un nom qui est sorti par l'histoire, donc Chiang Kai-shek, et puis donc le Parti communiste chinoise, l'armée rouge, avec bien sûr Mao Tse-tung. Donc le général de Gaulle avait dit... et avait parlé de l'Orient compliqué. Là, nous sommes en Extrême-Orient et on pourrait dire que c'est pratiquement extrêmement compliqué. Alors, comment simplifier ? Eh bien, on peut être étonné de savoir ou de constater que finalement, au tout début de leur conflit entre parti communiste et nationaliste, entre Mao Tse-tung et Chiang Kai-shek, pour résumer, eh bien, il était question d'alliance. Au début des années 1927, parce qu'il fallait combattre un ennemi commun qui était les seigneurs de la guerre, les seigneurs dans le nord de la Chine. Donc il y a eu, avant la rivalité, une période, je dirais, de convergence. Pour ne pas employer le mot alliance. Et donc, ceci étant fait, là, la lutte est intervenue et donc il y a eu effectivement ces batailles nombreuses de prise de ville sur une dizaine d'années, où les nationalistes finalement tenaient assez bien la situation. Et puis est intervenue la Deuxième Guerre mondiale. Et dans le cadre de cette Deuxième Guerre mondiale, les Japonais ont envahi la Mandchourie, donc ils sont intervenus en Chine. Et les États-Unis ont mis tout leur poids pour que, effectivement, la rivalité entre communistes et nationalistes, entre Mao et Chiang Kai-shek, soit mise un petit peu sous le boisseau, parce que l'important, c'était de combattre le japonais. Donc il y a eu finalement 5 années de suspension, si je puis dire, et donc les hostilités ont vraiment redémarré avec donc la fin de la Seconde Guerre mondiale et ont abouti au résultat que nous connaissons. Donc les communistes ont gagné de plus en plus de terrain et Chiang Kai-shek a été amené à se réfugier dans les îles. Et il s'est réfugié les troupes nationalistes se sont réfugiées dans l'île d'Hainan, que les communistes ont réussi à reconquérir, et puis à Taïwan, que les nationalistes ont réussi à conserver. Et depuis cette rupture et séparation, que s'est-il passé ? A-t-il été mis fin aux hostilités ? Et comment la situation entre la Chine continentale et Taïwan a-t-elle depuis évolué ? Alors, il y a eu une grande rupture, c'est la date de 1971, date à laquelle donc la République populaire de Chine a remplacé à l'ONU la République de Chine basée à Taïwan. Donc, depuis la guerre jusqu'en 1971, c'est Taïwan qui représentait la Chine à l'ONU. Et puis, bien sûr, la realpolitik, la réalité en politique a fait que, on a reconnu le milliard de Chinois et que il a été soit d'abord par la France, ensuite par les États-Unis, mis fin à cet ostracisme du continent et de la République
populaire. Donc 1971, grande rupture. En 1991, unilatéralement, Taïwan donc met fin à l'état de guerre. Il n'y a pas de conciliation, il n'y a pas d'échange avec le continent, avec le Parti communiste chinois, mais unilatéralement, ils mettent fin à cette situation juridique, si je puis dire. Et 1992, eh bien, face à la position chinoise qui est de dire une Chine et deux systèmes, en 92, Taïwan dit une Chine et un Taïwan. Donc voilà, là on est bien dans la situation que l'on connaît actuellement. En 1996, donc première élection présidentielle au suffrage universel. Donc là, le système autonomiste taïwanais se met en place. 10 ans avant, le premier parti d'opposition, le parti démocrate progressiste, a vu le jour. Et finalement, en 2016, eh bien, c'est ce parti, avec Madame Tsai Ing-wen, qui devient présidente, et donc qui annonce une position beaucoup plus fortement autonomiste. À la suite de ce changement significatif dont vous venez de nous parler, quelle position a été alors adoptée par Pékin? Est-ce à partir de ce moment-là que les activités de l'armée chinoise autour de Taïwan se sont intensifiées? Alors effectivement, il y avait déjà eu des périodes de bombardement il y a quelques dizaines d'années, et puis les choses étaient rentrées dans l'ordre, on avait connu la paix. Donc la paix se poursuit toujours, mais effectivement, étant donné les choix politiques, idéologiques, si je puis dire, de Taïwan, démocratie, liberté d'entreprise, etc., officiellement reconnus, donc la Chine montre les dents en ayant donc une présence militaire aérienne, non pas on dit à tort, dans l'espace aérien taïwanais, mais dans la zone d'identification. Donc c'est une subtilité. On s'identifie un certain nombre de kilomètres ou de dizaines de kilomètres avant de rentrer dans l'espace aérien proprement dit d'un pays, quel qu'il soit. Donc là, il y a effectivement une gesticulation, comme disent les militaires, et aussi dans le domaine maritime, où des bateaux chinois, et en particulier le dernier des porte-avions, le Liaoning, eh bien, de temps en temps passe dans le détroit de Taïwan pour montrer la force. Bon, c'est une action militaire psychologique. Et en face de ça, eh bien, il y a une présence américaine dans ce que l'on appelle des FONOPS, les Freedom of Navigation Operations, c'est-à-dire le respect de la libre circulation maritime et océanique. Donc la flotte américaine est bien sûr très très présente. Les Français participent à leur part. Nous avons envoyé plusieurs bâtiments depuis des années, porte-hélicoptères, frégates, récemment dans les eaux un peu plus loin un sous-marin nucléaire. Donc voyez-vous, la France est présente. L'Angleterre va envoyer un de ses porte-avions dans quelques semaines qui va aller jusqu'au Japon et en Corée du Sud. Et donc même l'Allemagne va envoyer prochainement un destroyer dans la zone. Donc, en face de ça, eh bien aussi, les États-Unis procèdent au renforcement militaire de Taïwan avec des avions de chasse F-16 et de nombreux missiles. Vous venez d'évoquer très clairement les activités militaires de plus en plus nombreuses, mais y a-t-il d'autres types d'actions, entre autres politiques, autour de la position de Taïwan? Alors effectivement, la Chine essaye de déshabiller intentionnellement Taïwan. Donc, il y a à peu près encore une quinzaine d'ambassades étrangères à Taïwan, et puis met un grand nombre de bureaux de présence, de bureaux de représentation, comme l'on dit. Et donc, de façon à minimiser le poids politique international, eh bien, Pékin utilise deux stratégies, une stratégie économique et une stratégie touristique, ce qu'on appelle la trappe à crédit et la trappe à touristes. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ces expressions un peu étonnantes? Eh bien, Pékin, fort de ses ressources financières et monétaires, donne généreusement ou accorde des prêts à des pays qui sont en général des pays avec des difficultés. Et donc, quand il s'agit de rembourser, eh bien, on peut
éventuellement ne pas pouvoir. Et à ce moment-là, Pékin va demander à ces pays en difficulté économique d'abandonner leur représentation ou leur relation avec Taïwan. Autre donc stratégie, la trappe à touristes qui a été pratiquée récemment avec des îles du Pacifique, les îles Paolu. On envoie des ministres, on se serre la main, Pékin dit on va vous aider, des avions se posent tous les jours dans ces îles avec de nombreux touristes à bord, et puis au bout de quelques mois, on arrête. Plus de touristes. Alors bien sûr, la population dit on veut encore des dollars chinois, et donc la Chine dit bah oui, on vous aide, mais pourquoi pas aussi une aide de votre part, abandonner vos relations avec Taïwan. Donc voyez-vous, il y a ce genre de dispositif que Pékin utilise, et donc l'Occident n'est pas à la traîne, il y a des réponses, il y a des tensions très fortes actuellement entre la Tchéquie et donc Pékin au sujet de Taïwan, entre la France et Pékin aussi au sujet de Taïwan, puisque un sénateur a été, je dirais, fortement attaqué par un sénateur français qui doit se rendre à Taïwan, donc sénateur du Val d'Oise, Alain Richard, parce qu'il préside le groupe d'études France-Taïwan au Sénat. Donc Pékin lui reprochait une prochaine visite. Donc voilà, on maintient les relations, et aussi les États-Unis qui vont envoyer très prochainement une délégation d'anciens sénateurs. Donc il y a des actions de présence politique et d'action politique pour soutenir Taïwan. Vous venez d'évoquer donc le politique, juste avant le militaire, mais qu'en est-il de la situation économique entre Taïwan et la République populaire de Chine? Quelle synthèse pouvons-nous espérer? Écoutez, d'abord, vous connaissez mon amour pour les chiffres, quelques chiffres. Taïwan, c'est pas Hong Kong. Hong Kong, c'est à peine 8 millions d'habitants. Taïwan, c'est 25 millions d'habitants. Donc, et avec beaucoup de richesses. Le fameux PIB, le produit intérieur brut par tête d'habitant taïwanais est de 57 000 $. Pour la Chine, le PIB par tête est de 11 000 $. Oui. Donc on a une puissance économique et une richesse économique taïwanaise avec une population donc, de 25 millions d'habitants, ce n'est pas rien. Et donc ce petit pays se trouve en tête de la technologie sur les fameuses puces. Ce sont les premiers fournisseurs donc de puces électroniques dans le monde, toutes les nouvelles technologies autour de cela, avec à la base des machines américaines, mais les usines sont à Taïwan. Et donc, 90% des puces électroniques utilisées par la Chine proviennent de Taïwan. Donc, voyez-vous, Taïwan a aussi un levier exceptionnel vis-à-vis de son frère ennemi, cousin ennemi. Donc, ça, c'est un élément très important dans leur relation. Donc, il y a des tensions politiques, militaires, mais les alliances que l'on vient d'évoquer de Taïwan avec un grand nombre de pays occidentaux ou non, mettent une barrière à tout risque, je dirais, de confrontation. Il n'y a pas de provocation d'indépendance de la part de Taïwan. Donc il s'agit pour Taïwan de renforcer ces différences plutôt que de les proclamer. Merci Gérard Vespierre. En projetant une relative stabilité entre Taïwan et la Chine, vous nous réconfortez, et ce, malgré les activités militaires de plus en plus marquées autour de cette île. On fait une pause et on se retrouve juste après pour la seconde partie de l'émission.